La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Fonds Tinga pour renforcer l'accès à l'électricité à l'horizon 2030 au Togo, c'est au profit des populations à faible revenu. La phase pilote concerne les régions Savane et Kara. Le lancement du côté de Kara à suivre dans cette édition. Le marché international de l'artisanat Miato bat toujours son plein. Projecteur ce soir sur les produits togolais exposés et sur les lieux. Et puis la saison sèche, saison difficile à vivre pour les producteurs agricoles. En réponse, beaucoup optent pour le maraîchage qui permet la production des cultures de contre-saison grâce à l'arrosage. De nouvelles techniques ont donc vu le jour à découvrir dans ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. Le Togo veut garantir à l'horizon 2030 l'accès à l'électricité et à moindre coût à toute la population. Il a donc créé à cet effet le Fonds Tinga en Conseil des ministres le 27 novembre dernier. 2 localités sont concernées par la phase pilote, les régions des Savanes et de la Kara. Le lancement du côté de Kara avec Nestor Mouzo. L'ambition du gouvernement togolais en matière d'énergie est de garantir l'électricité à tous les citoyens à l'horizon 2030, quel que soit leur niveau de vie. Une électricité fiable, durable, moderne et à coût abordable. Dans cette perspective, plusieurs initiatives sont prises, dont la mise en place du Fonds Tinga, fonds destiné à faciliter l'accès à l'électricité aux populations à revenus faibles, en leur offrant des modalités souples d'acquisition des branchements. Dans sa phase pilote, le Fonds Tinga concerne les régions Savane et Kara. La ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines apporte ici l'information aux acteurs de développement à la base de la région de la Kara. Concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, le client souscrit à une offre de branchement. Tinga, par le paiement d'un ticket d'entrée fixé à 1000 francs CFA seulement, la CET vient connecter le client à son réseau. La CET, du coup, préfinance le montant pour la réalisation des travaux. Ensuite, une fois que le raccordement est effectif, le Fonds Tinga va venir verser le montant que la CET a préfinancé et puis ensuite le client va rembourser le coût du branchement qui sera avancé par la CET. Ce coût-là sera ponctionné sur les différentes recharges de consommation d'énergie qui seront réalisées. Au-delà des rencontres de partage d'informations avec les acteurs de développement à la base, les autres activités vont consister à la sensibilisation des populations, à la collecte des demandes et au branchement effectif des ménages 3 semaines au maximum après l'enregistrement des demandes. Et ce projet nous rassure encore de l'œil vigilant que son Excellence M. Foresos Zinanyasingwe porte sur nos populations. C'est un bon projet et surtout que c'est un branchement qui sera fait à crédit, donc ça sera préfinancé et ensuite le prélèvement se fera sur les rechargements. Donc j'ai vu que vraiment ça va soulager tous les foyers. La phase pilote du Fonds Tinga, qui va débuter en avril pour prendre fin en décembre, devra toucher 33 000 ménages dans 306 localités des régions Savane et Kara et sera financée par le budget de l'État. L'extension aux autres régions se fera à partir de janvier 2023. Le gouvernement compte sur les bailleurs de fonds dans cette phase pour pouvoir couvrir 200 000 ménages par an. Je vous amène à présent faire un tour au marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Plusieurs produits artisanaux sont exposés. Découvrons ensemble quelques-uns des produits des artisans au Togolais. C'est avec Eliagba Nyadao. 3e jour du marché international de l'artisanat Miato. Ici, c'est toute une diversité de produits qui est proposée aux visiteurs.
Le Sénégal donne son appréciation sur l'artisanat togolais. L'artisanat au Togo est très avancé. Les Togolais sont bien dans ce qu'ils font. Et nous aussi, on est venus montrer juste le savoir-faire du marché sénégalais. Noamessi Rose et Yaovi Logossou ont saisi l'opportunité de Miato pour faire connaître leur génie créateur au public. Ils proposent des tenues, sacs, colliers, chaussures et autres. Leur credo, rendre plus belles et plus beaux leurs visiteurs. Ces produits que vous voyez ici sont fabriqués par nous-mêmes ici à Lomé. Tout ceci, c'est ma création. Nous invitons toute la population à venir nous rendre visite, à venir voir, découvrir. Nous avons de très belles choses, vous n'allez pas y croire. On est né avec Miato, on a grandi ensemble et je vois que vraiment les choses se sont beaucoup améliorées. Ces genres de souliers sont mes nouvelles créations que je viens de créer spécialement pour cette édition Miato. Ça, c'est fabriqué à base de peau de chameau au nom de la société Lomé VIP, Made in Togo. Nous avons griffé notre marque dessus, la marque de Lomé VIP. J'ai 3 types de produits, zobé et huile vierge et huile usuelle pour la consommation locale. L'huile zobé, c'est la première qualité de l'huile de coco. J'exhorte la population à visiter nos stands pour pouvoir consommer un produit local, digne de son nom. Tout est bio. Rodalo Bamali est aussi venue exposer ses produits 100% naturels. Elle met à la disposition des visiteurs du vin fabriqué à base de la carotte. Pour elle, en consommant bio, c'est se soigner également. J'ai proposé le vin de carotte naturel, sans ajout chimique, sans conservateur. C'est un produit purement naturel fait au Togo. Ça a plein de vertus. Non seulement c'est désaltérant, mais c'est également thérapeutique puisque ce n'est pas porté à ébullition. Donc ça garde les vertus naturelles de la carotte, ça traite les yeux et la peau. L'alcool qui s'y trouve, c'est l'alcool de la carotte, il n'y a pas d'alcool ajouté. On a gingembre, biscuit au miel, on a aussi acajou et le mil torréfié mélangé avec arachide. Notre produit est analysé et certifié par l'ITRA. Le secteur de l'artisanat se développe de plus en plus et le marché Miato est une opportunité pour faire valoir les talents et savoir-faire des artisans. On s'intéresse à présent aux activités sanitaires dans la région centrale. Durant l'année 2021, des performances ont été réalisées. Une rencontre bilan donc rassemble les différents acteurs. Désiré Aloyer nous fait le point. La direction régionale de la santé centrale a coordonné les différentes activités sanitaires inscrites dans le PNDS, Plan national de développement sanitaire, courant l'année 2021 dans la région. Un travail pour réaliser des performances et contribuer à atteindre les résultats. Les différents acteurs impliqués dans la pratique sanitaire échangent pour ensemble évaluer les indicateurs atteints. Nous nous disons qu'au cours de cette revue, nous allons vraiment apprécier les bonnes pratiques qui ont fait que les indicateurs se sont améliorés et les partager avec les autres prestataires pour qu'on puisse non seulement parler le même langage, mais pour que ça puisse aussi les soulager pour un bon résultat de la région. Pour les difficultés, nous en ferons les siennes pour pouvoir chercher ensemble les stratégies et les moyens pour pouvoir les résoudre parce qu'il faudrait vraiment qu'on améliore le niveau de santé de la population de la région centrale. L'enjeu, œuvrer à améliorer les prestations sanitaires dans la région centrale en levant les goulots d'étranglement. Nous avons des objectifs. Par exemple, pour la vaccination, on devait être au moins à 90%. Mais il y a certains vaccins où on est à 75%. Et donc, on devrait vraiment faire un effort. Et généralement, l'effort qu'on faisait, c'est les stratégies avancées pour qu'on aille vers la population. Avec la Covid, on est sorti un peu moins. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de taux d'abandon. Maintenant que nous avons pris conscience, nous en ferons plus pour pouvoir vraiment avoir ces indicateurs dans leur meilleur état. Tous les acteurs s'accordent à améliorer les performances en appliquant les stratégies correctrices dans l'intérêt des populations. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Matendou Monpion, a alors convié tous les participants à un débat franc. Accompagner le personnel de santé.
Un bloc gynéco-obstétrique pour contribuer à la réduction de la mortalité néonatale et infantile et un autre pour l'ophtalmologie. 2 bâtiments sociaux sanitaires offerts par la Fondation Nana Ané 15 au centre hospitalier d'Anéro. Ulrich Amega nous en parlait. Manifestation de joie au centre hospitalier préfectoral d'Anéro. Les populations des lacs célèbrent un événement, celui de la réalisation de ces 2 bâtiments sanitaires. Un bloc gynéco-obstétrique et un service d'ophtalmologie inauguré ici par Sa Majesté Nana Ané au Hiniko-Kwamdessou 15, œuvre de la Fondation Nana Ané 15. Avec le bloc gynéco qui vient d'être inauguré, la prise en charge serait plus efficiente, plus efficace et plus urgente, plus rapide. Et nous allons en même temps profiter de l'occasion pour témoigner notre profonde gratitude à la Fondation Nana Ané 15 qui a mis ces joyaux à notre disposition. Les 2 ouvrages seront bientôt équipés pour offrir des soins de santé de qualité aux populations. Un engagement personnel de Sa Majesté Nana Ané au Hiniko-Kwamdessou 15. Nous avons revêtu le manteau d'un acteur de développement, en sus de celui du garant des us et coutumes, et avons mis en place une structure pour nous permettre de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et au bien-être des populations, depuis le berceau jusqu'au 3e âge et au-delà. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Nous savons tous que non. Et à compris, nous n'entendons perdre gratuitement des vies, surtout celles des tout petits enfants, dont les parents, faute de moyens pour payer les frais de consultation et premiers soins, ne fréquentent pas la structure sanitaire, occasionnant parfois des pertes de vie. Nous renouvelons ici notre gratitude au chef de l'État et à toute l'équipe gouvernementale pour avoir instauré un cadre de développement de notre pays, permettant à tout citoyen d'y œuvrer aisément, en appui aux initiatives des pouvoirs publics. Coût des réalisations, près de 43 millions de francs CFA. Des infrastructures qui répondent aux ambitions socio-sanitaires du gouvernement en faveur des couches vulnérables. Lors de son accession au trône, Sa Majesté Nana Ané au Hiniko-Kwamdessou 15 a fait plusieurs constats sur plusieurs plans, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et d'autres. Et remarquer donc la population d'Anéro, de la préfecture des lacs de manière plus générale, avait nécessité un certain accompagnement. Donc il a décidé de s'allier, de se mettre à côté des pouvoirs publics pour mettre en œuvre les initiatives qui ont été prises au niveau du gouvernement. Non seulement à travers les objectifs du développement durable, mais également à travers les objectifs fixés sur le plan quinquennal par le gouvernement togolais. La construction des infrastructures socio-sanitaires, bien qu'étant une attribution régalienne de l'État, n'en demeure pas moins l'affaire de tous et de chacun, et Sa Majesté l'a si bien compris en jouant sa partition aux côtés du gouvernement à travers cette joyau, et nous devons lui témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude. Ceci marque les 10 années de règne de Sa Majesté Nana Ané au Hiniko-Kwamdessou 15. Dans bien d'autres domaines, comme l'éducation, la culture et le développement économique, la Fondation Nana Ané 15 joue pleinement sa partition. Elle projette la réalisation d'un hôpital mère-enfant au CHP d'Anéro. Dans l'actualité également, la préfecture de Loti a abrité le 25 mars dernier le Conseil des ministres. Nous sommes dans la région des Savanes. Et par la même occasion, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a visité les infrastructures du centre hospitalier préfectoral de la localité, dont les travaux sont presque achevés. Tous les détails avec Gérard Lagoudou. À l'issue de la réunion du Conseil des ministres tenue à Gando dans la préfecture de Loti Sud, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, chef du gouvernement, à la tête d'une délégation gouvernementale, a effectué une visite du centre hospitalier préfectoral en voie de finition. Ce centre moderne a été construit afin de rapprocher les soins de santé des populations conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le gouvernement est en train d'équiper ce centre
afin de le rendre disponible pour la population. La lutte contre la trisomie 21, parlons-en, elle est rappelée chaque 21 mars. Cette date est consacrée à la sensibilisation de l'opinion sur ce handicap intellectuel d'origine génétique. Les causes et la prise en charge de ce handicap dans cet élément de Edwige Atakwa Bassabi avec la voix de Marie-Ange Bida. C'est l'une des pathologies génétiques les plus répandues au monde. La trisomie 21, encore appelée syndrome de Down, première cause des maladies mentales. Elle touche un enfant sur 800. Âgé de 20 ans, immaculé et trisomique. Sa maman l'a su 3 mois après sa naissance. Je n'avais pas cru, mais je me suis retrouvée devant une réalité. Les voisins, les voisines m'ont trop soutenue. Il y a une dame qui, bien qu'elle accepte, mais elle cherche des occasions pour m'insulter que j'ai une fille Torosu, une fille Yeino. Mais je supporte. La maladie est causée par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2. Visage arrondi, tête légèrement plus petite que la moyenne, déficience intellectuelle sont entre autres signes cliniques de la trisomie 21. C'est un accident qui se produit depuis la conception de l'enfant. Nos cellules sont constituées de 23 paires de chromosomes et donc nous avons 46 chromosomes dans nos cellules. Mais au niveau de ceux qui ont la trisomie 21, on constate qu'au lieu de 46 chromosomes, eux, ils ont 47 chromosomes. Et donc, il y a une anomalie ou un accident qui se produit au niveau de la 21e paire. On constate qu'au lieu d'avoir 2 branches de chromosomes, on a plutôt 3 branches de chromosomes. C'est d'où même le nom de la trisomie. On peut le constater dans le premier trimestre de la grossesse. L'Envol est l'un des centres dédiés à la prise en charge de cette pathologie au Togo. Les responsables sont bien formés à cet effet. Beaucoup de ces enfants ne peuvent pas manger d'eux-mêmes. Ou bien ils le font, mais ils le font mal. Ils ne peuvent pas s'habiller. Il y en a qui ne peuvent pas se tenir debout, ni marcher. Donc tout cela fait partie de l'éducation que nous leur assurons pour les amener à être au moins, plus ou moins autonomes. Il faut que nous changions notre regard envers ces enfants. Souvent, nous agissons envers les enfants par pitié. Si on continue comme ça, on ne va jamais rien en tirer. Il faut plutôt agir par devoir. Parce que nous reconnaissons que c'est des êtres à part entière. Et il faut agir par devoir. Tel que nous pouvons agir envers les autres enfants, alors il faut le faire de même pour ces enfants-là. Un dépistage précoce permet une prise en charge efficace. Exercice de simulation pour l'installation des unités et centres de traitement du choléra. Après la phase théorique, ces experts venus de 4 pays font la pratique pour être opérationnels sur le terrain. Cet exercice met fin à cette formation de 4 jours. Antoinette Romaovovor. Des unités et centres de traitement de choléra montés en un temps record. Des experts venus du Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et du Togo se préparent pour lutter efficacement contre la maladie. Ceci est un exercice de simulation pour montrer le circuit du patient atteint du choléra. Quand le patient rentre là où vous êtes, on fait un tri pour voir un peu est-ce que on sait déjà que c'est quelqu'un qui a déjà le choléra ou pas, ou c'est quelqu'un qui doit être observé. Donc on les garde en observation ici, le temps d'avoir les résultats. Et si c'est un cas confirmé, il ressort pour revenir au niveau de la salle d'hospitalisation. Et si ce n'est pas un cas, parce que quelqu'un qui a la diarrhée, ça peut ne pas être le choléra. Si on découvre que ce n'est pas le choléra, il y a une porte de sortie, il ressort. C'est une formation que nous avons voulu à la fois théorique et pratique. Parce que la réalité sur le terrain, c'est que nous avons besoin que les équipes locales aient la capacité de mettre en place les structures de traitement du choléra. Et la simulation que nous venons de suivre vise à équiper nos équipes dans la mise en place, la construction des centres de traitement du choléra. C'est depuis mardi que la formation a débuté à Lomé. Ces différents experts venus de divers pays renforcent leur arsenal aussi bien en théorie qu'en pratique pour être prêts
pour d'éventuels cas de choléra. En fait, oui, on est heureux d'avoir soutenu cette formation-là au niveau de l'Organisation mondiale de la santé avec les partenaires et d'avoir conduit la formation qui a vraiment donné un peu d'acquis pour chacun des pays, vraiment un peu de progression pour la prise en charge du choléra. Chaque année, le choléra touche 1,3 à 4 millions de personnes à travers le monde, avec entre 21 000 et 143 000 décès. Ces séances de remise à niveau vont permettre de renforcer les systèmes de santé afin de lutter efficacement contre la maladie. À ce jour, dimanche 27 mars 2022, la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 36 921. 4 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 581. Nombre de cas actifs, 68 et 272 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Midjiawa. Le ministère en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social en tournée a rencontré au niveau de la région des Savanes plusieurs acteurs publics et privés. C'est pour une sensibilisation sur la migration professionnelle irrégulière aux conséquences fâcheuses. Occasion aussi pour disséminer la stratégie nationale de migration professionnelle et son plan d'action opérationnel. Gérard Lagoudou nous fait le point. Au Togo, la migration professionnelle n'est pas interdite, mais plutôt réglementée. Ignorer ou encore négliger les conditions et les différentes procédures légales y afférentes tournent parfois en défaveur des migrants clandestins. La migration, ça sous-entend deux actions. L'émigration, donc les Togolais qui quittent le pays pour l'extérieur du Togo, et l'immigration des étrangers qui quittent leur pays pour venir au Togo à la recherche du bien-être. Et nous, chefs traditionnels, nous sommes toujours interpellés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de nos forces de sécurité, on nous interpelle, soit telle personne est décédée, on voudrait connaître la famille. Ils n'ont pas le plus souvent même des documents sur eux pour que les gens puissent se renseigner pour savoir de quoi il est question. En vue de prôner une migration professionnelle saine, le ministère en charge de la fonction publique, à travers la Direction générale de l'emploi, a opté pour la pédagogie. Cette journée de vulgarisation de la stratégie nationale de migration professionnelle, couplée d'une sensibilisation contre la migration professionnelle irrégulière, a permis d'impliquer les différents acteurs, notamment les organisations de la société civile, la chefferie traditionnelle et les responsables de services dans la région des Savanes. D'ici 2030, c'est une vision, que la migration soit entièrement encadrée. Il peut y avoir la libre circulation des personnes et des biens, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous munir de documents d'identification. Que ceux-là qui ont des projets de voyage à l'extérieur puissent effectuer ces voyages-là dans de bonnes conditions. Les présents travaux visent essentiellement l'amélioration des conditions d'une migration régulière des travailleurs, du cadre institutionnel de la migration professionnelle au Togo, de la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants, puis l'accroissement de la contribution des travailleurs migrants à la création d'emplois, de richesse et au renforcement des compétences nationales. Au Nigeria, un garde de sécurité a été tué lors de l'attaque de l'aéroport de Kaduna. Des assaillants ont attaqué le lieu avant d'être repoussés par les soldats situés à l'intérieur de l'aéroport. Un garde de sécurité a été tué lors de l'attaque de l'aéroport de Kaduna au Nigeria samedi. Des hommes lourdement armés ont attaqué le lieu, interrompant momentanément le trafic aérien. Le commissaire à la sécurité de l'État de Kaduna a déclaré que les soldats situés à l'intérieur et autour de l'aéroport ont réussi à repousser les assaillants après que le garde de sécurité donne l'alerte. Il venait de les voir lorsqu'il a été abattu par balle. C'est la dernière attaque en date attribuée à des gangs appelés localement bandits. Ils sévissent au nord-ouest et au centre du pays où ils pillent, kidnappent et tuent les résidents. Manifestation contre la xénophobie en Afrique du Sud. Elle a réuni des Sud-Africains et des migrants à Johannesburg. Ils disent non au racisme. Ceci dit, retour chez nous, où le sud du Togo vit depuis 4 mois la grande saison sèche.
Elle rime avec le maraîchage qui permet la production des cultures de contre-saison grâce à l'arrosage. De nouvelles techniques ont donc vu le jour. Messan nous accueille dans son jardin pour nous faire découvrir son technique d'arrosage. C'est avec Tiazinambega. Un tour de poignet et l'eau jaillit. Messan a troqué son arrosoir traditionnel contre un système d'irrigation motorisé. La maîtrise de l'eau est une condition essentielle pour les cultures de contre-saison. Dans le jardin de Messan, des bandes et des canalisations apportent cette denrée rare en saison sèche. Ces légumes sont irrigués. Avant, j'avais pratiquement fait quelque chose de 1 hectare et avec au moins 8 à 10 personnes. Et avec les tubes d'arrosage, j'ai fait 2 hectares et demi. Ce qui fait que j'ai encore élargi 1 hectare et demi. Et nous avons encore réduit les personnels. Moins de personnel, des tâches moins pénibles, mais surtout du temps gagné. Messan peut s'occuper davantage de ses carottes. Mais pour arroser ces 2 hectares et demi, il a dû casser sa tirelire. Pour les tuyaux d'arrosage, pour les bandes d'arrosage, j'ai dépensé au moins 3 500 000. Et pour les tuyaux qui sont enterrés, et au moins j'ai dépensé quelque chose de 1 500 000. Plus les machines, quelque chose de 500 000 francs. J'utilise 3 machines ici. Il a donc misé gros pour disposer de l'eau à profusion pour ses légumes. À l'arrivée, il compte gagner le jackpot. Pour les carottes qui sont ici, je peux dire, au bout de 3 mois, je peux prendre quelque chose de 10 millions ici. De quoi subvenir aux besoins de sa famille et à l'entretien de son réseau d'arrosage pendant 1 an. Le reste de l'argent lui sert à confectionner des paillassons. Il les utilise comme brise-vent face à l'océan et aux gouttelettes d'eau salée qui endommagent ses légumes. Le maraîchage, comme toute l'agriculture, dépendent de la pluie. L'arrosage motorisé des jardins en saison sèche peut être un premier pas vers l'irrigation à grande échelle au Togo. La célébration de la journée de la femme se poursuit. Les femmes du mouvement des femmes unir de la commune d'Aguanivé ont échangé sur le thème « La femme togolaise et les droits de succession ». Honorine Amouzouvi, Christine Peteki, Aludé. Les femmes togolaises et les droits de succession. Le sujet a retenu l'attention des membres du mouvement des femmes du Parti Unir MFU de la commune d'Aguanivé 1. La vision des responsables aider chaque femme à connaître ses droits et responsabilités. Dans les foyers, les problèmes de succession se posent et le communicateur qu'on a invité nous a outillés sur les droits de la femme au niveau de la succession dans les foyers. Nous avons tiré beaucoup de leçons par rapport à ça. Désormais, les femmes savent que lorsqu'il y a un problème à ce niveau, elles savent à qui s'adresser pour pouvoir avoir des solutions. Plusieurs femmes de la commune occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Déléguées au maire, députées ou encore responsables de marché, elles développent une synergie dans le sens d'inciter davantage les membres à aller de l'avant. Aujourd'hui, avec la politique du chef de l'État, nous parlons de l'égalité. On donne l'opportunité à la femme de gérer une entreprise, elle le gère très bien. Avec cette sensibilisation, il y aura beaucoup d'améliorations dans leurs conditions de vie. Le bon vivre ensemble, le respect mutuel, la solidarité et la paix, des valeurs qu'elles sont appelées à cultiver, le développement du pays en dépend. Dans le reste de l'actualité, la banque panafricaine Ecobank et Prudential Beneficial Life Insurance, désormais en partenariat. C'est sur leur produit dénommé Protection Plus. Il vous permet de vous protéger et de protéger votre famille. Les détails avec Sandra Agbouche, Edwige Atakwa Bassabi, avec la voix de Karine Olanlo. Ecobank s'allie avec Prudential Beneficial Life Insurance pour couvrir l'ensemble de ses clients. Ce partenariat qui vise à augmenter le taux de pénétration de l'assurance permettra aux deux entités de développer et de distribuer des solutions d'assurance par le biais de la banque.
Les clients pourront souscrire, planifier aisément leurs finances. Ce produit vient pour combler un vide dans le domaine de l'assurance. Donc ce n'est vraiment pas un produit à Ecobank, mais c'est un produit qui est le résultat d'une collaboration entre Ecobank Togo et Prudential Life Insurance. Donc c'est naturel que nous, notre choix soit porté sur Prudential Life Insurance à cause de l'expertise et de l'excellence qu'ils amènent. Il était très important pour notre groupe, et lorsque nous avons également pour ambition d'être un groupe panafricain, d'avoir un partenariat, ce type de partenariat avec Ecobank. Ça nous permet à travers Ecobank d'atteindre les clients des contrées les plus reculées. Plus de 225 000 clients de l'institution financière bénéficieront d'un service supplémentaire à travers l'offre de banque assurance appelée Protection Plus, disponible dans les 18 agences présentes sur le territoire national. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne fin de semaine à vous et à bientôt.